Bonjour à chacun. Merci pour vos vœux. L'intervention que j'ai préparée pour vous depuis de nombreuses semaines est une intervention d'un papa qui élève 5 enfants sur 4 générations, qui a été 20 ans un entrepreneur pour essayer de tester dans ces entreprises qu'il conseillait aux autres, puisque pendant 30 ans, j'ai accompagné à peu près 1 millier de cadres dirigeants face à toutes les transformations sur toutes leurs formes. C'est un peu ce que j'ai vécu, appris de vous, d'eux, que je vais essayer de restituer dans ces instants à chacun de vous. Alors, la balade que je vous propose autour d'une question provocatrice, c'est est-ce qu'on peut répondre avec du sur-dur à un paradoxe mou-flou? Parce que le soft, c'est flou. Le soft skills, c'est très, 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 très au fond de nous. Et si c'est pas au fond de nous, on va voir que ça pose un certain nombre de problèmes. Et les paradigmes, c'est aussi au fond de nous. On va voir à quoi servent véritablement les paradigmes et qu'est-ce qui se passe quand on cherche à changer de paradigme. Donc j'ai besoin de passer un deal avec vous, un deal qui est qu'il faut vous attendre à rien du tout sur le plan des réponses absolues. Par contre, je vous demande de rester curieux au long de la balade que j'ai préparée pour vous. Première question, qu'est-ce qu'un paradigme? Quelqu'un dans la salle peut me dire ce qu'est un paradigme? Vous diriez quoi? Vous êtes là? Des paramètres, des conditions. D'accord. Parce que le DICO... Oui, pardon? D'accord, un environnement de réflexion. C'est pas mal. Hein, c'est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini et qu'on ne remet pas en cause parce que ça permet à notre limbique de savoir exactement comment il doit agir très très vite. Donc un paradigme, c'est extrêmement important. C'est extrêmement structurant, c'est un matériau, une nourriture essentielle pour notre cerveau. Alors, quels sont les exemples qu'on peut avoir en tête pour bien illustrer ce qu'est un paradigme? On marche ensemble dans les rues de Montréal et devant une vitrine, que voit-on? Un magnifique bouquin avec une carte qu'on ne connaît pas. Alors on rentre, on dit « Bonjour, pourriez-vous me dire quelle est la planète qui est représentée là ?» Vous êtes un Français de France ou non? Ben oui, parce que c'est la carte, c'est l'atlas du monde. Ben, non, je la reconnaîtrais. Et à votre avis, pourquoi je ne l'ai pas reconnue? Parce qu'au centre, il y avait Kuala Lumpur et pas Paris. Et un de mes paradigmes, un des nôtres, c'est que la représentation du monde, on l'a fait à partir de notre nombril. Essayez un jour de prendre une carte du monde où Paris n'est pas au centre. Vous verrez quelle sensation ça fait. Je vous propose une deuxième expérience. Vous voyez ce qu'est un cube? Donc on se représente mentalement ce qu'est un cube, et puis on le fait tourner. D'accord? Voilà, ça y est, on le fait tourner autour de nos têtes, on voit à peu près ce que ça donne. Maintenant, qui connaît les hypercubes? Ouais, donc un hypercube, ça a quelle gueule? Ça a cette gueule-là. Allez, maintenant on essaye de prendre ce cube et on essaye de le faire tourner dans l'espace. C'est bon? Vous voyez à peu près ce que ça peut représenter? Allez, on le teste avec la réalité, il n'y a aucun trucage. Moi, je ne sais pas vous, mais ça m'a fait drôle. Hein. Il n'y a aucun trucage. La structure est fixe, et en fait, sa rotation, ça donne vraiment ça. À un moment donné, il ressemble à une trompette. Oui, tout à fait. Tu l'as vu aussi. Là. C'est... Passer de 3 dimensions à 4, c'est un changement de paradigme. Comment constate-t-on qu'un changement de paradigme est en train de se produire en nous? Mais en général, je voyais dans les formations ou dans les accompagnements que je faisais, quand on touchait à un véritable changement de paradigme, une véritable rupture, la glotte fait, le ventre fait. Parce que ce qui était vraisemblable n'est plus vrai, et ce qui est vrai n'est pas encore vraisemblable. Alors, à une époque où on croit plus au vraisemblable qu'au vrai, c'est chaud, hein?
Mais j'espère que vous m'accompagnez dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Là, je parle aux papas, aux mamans, aux individus qui sont à l'intérieur des professionnels, hein. Donc, quand nos cadres, on commence à les toucher, ça bouge. Ça bouge. Et comment se comporte-t-on quand, par exemple, une grande société de bâtiments de travaux publics cherche à digitaliser ses activités, cherche à conquérir des marchés digitaux? Alors, pour des règles de confidentialité, j'ai utilisé une caméra analogique, je ne sais pas si tu connais ça, David. C'est une caméra qui filme le comité de direction, mais qui le retraduit dans des images similaires. Donc, je vous propose de regarder ce qui s'est passé dans ce comité de direction. Donc, voilà. Donc, voilà nos deux directeurs des systèmes d'information et le directeur général. Donc, ils sont en train de discuter de la digitalisation de leur marché. S'il y avait une morale à cette histoire, ça serait laquelle? Qu'est-ce qui vous a frappé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a frappé, toi, David? Ce qui m'a frappé, c'est qu'il ramène le bâton. Eh oui, mais le bâton, c'est l'outil, tu comprends? Et on nous a appris à saisir des outils pour saisir le digital. Moi, ce qui m'a frappé, surtout, c'est que le patron, celui qui n'a pas bougé, il l'engueule, il dit « Mais qu'est-ce que tu peux être con ?» Alors que lui-même n'a pas eu l'idée de passer de l'autre côté de son paradigme. Il faut vraiment être très humble quand il s'agit de changer de paradigme, parce qu'on est dans un bassin qui nous sécurise, on baigne dans notre eau comme le poisson. Nous sommes dans l'eau, mais nous sommes le seul à ne pas le savoir. Changer de bocal, changer de paradigme, ça nécessite un effort colossal, parce que ça remet en cause tout ce qui nous tenait debout, tout ce qui nous permettait d'aller vite, tout ce qui nous tenait lieu de sécurité. Et on va se rapprocher petit à petit de votre vie au quotidien. J'ai un de mes clients, un ami, parce que dans le fond, la réussite, pour moi, dans la vie professionnelle, c'est une succession de fidélité professionnelle. Et cet ami m'appelle, il y a quelques mois, en me disant « Bruno, il faut que tu viennes me voir assez rapidement, parce que je viens de découvrir que mon DSI m'a caché 90% des cyberattaques de l'année passée. C'est un mec dans lequel j'ai une confiance absolue. Je suis fou de rage, je veux lui péter la bouche, viens me donner un coup de main pour le faire dans les règles. » Bon, je me prépare, j'arrive, et avant d'attaquer notre séance de travail, je lui passe cet extrait de film. Vous connaissez peut-être, ça vient du film Instinct. Ouais. Qui est-ce qui contrôle? Alors, qui contrôle? Hein? Toi? Moi? Les gardiens dehors? Le directeur dans son bureau? Hein? Qui a le pouvoir? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le professeur Powell interroge le docteur Colner. Un petit examen de passage, à qui tout double, pour la vie ou la mort. Prêt, Joie? Alors, écris sur cette feuille ce que je t'ai pris, ce que tu as perdu. Écris-le! Écris! Faux! Tu n'as jamais eu le contrôle de la situation. C'était une illusion, Tabibou, Joie! Qu'est-ce que tu contrôles? Mais vraiment, hein? Le volume de la musique dans ta voiture, l'air conditionné. Quoi d'autre? Quoi d'autre? D'accord, je te donne une autre chance. Tu avais le trac, c'est la pression, on recommence. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que je t'ai pris? Vas-y, écris! Tu es idiot, Joie! Ha! Tu crois que tu es libre? Où es-tu allé aujourd'hui à 2 heures? Au gymnase. Et ce matin, le téléphone t'a réveillé.
Et en pleine nuit, quand tu te lèves en sueur, oppressé, qu'est-ce qui te tient ligoté comme ça, joie, pieds et poings liés? L'ambition? Oui. Je sais tout de toi, mon grand. J'ai été toi. Allez, une dernière chance. Tu crois que j'hésiterai? Ça me fera guère qu'un psychiatre de moins. Je suis déjà au fond du trou. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse de plus? Dernier essai. Ne te trompe pas. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que je t'ai pris? Vas-y. Oui, félicitations. Tu vois, ça rend... Lequel d'entre nous n'a jamais vécu ce type de situation? Alors pas avec autant de conséquences physiques ou létales, mais vous savez, ce beau plan-là qu'on a parfait, et que le moindre petit détail va faire basculer complètement cul par-dessus tête. Cette technologie qui est censée nous permettre de tout savoir, tout maîtriser, cet algorithme qui nous révélera la vérité sûre, ce palpeur qui nous permettra de savoir qu'il y a une intrusion, ce qui nous donne tous ces outils, qui nous donnent la sensation aujourd'hui que nous sommes techniquement impériaux, que nous sommes technologiquement dominants. Un petit fait est l'intervention de, comment s'appelait-il, sur l'intelligence artificielle, Luc Julia. Luc Julia nous renvoie à ça. C'est, attention, nous sommes technologiquement triomphants et culturellement pas du tout prêts à affronter ça. Donc la question que vous vous posez, qui m'est posée, c'est y a-t-il un ou des soft skills qui viendraient répondre à ça? Il y a une chanson de Dépêche Mode dans le dernier album qui dit ça. Qui dit quoi? Elle dit exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on envoie des satellites dans l'espace, on a conquis la technologie et on est incapable de savoir d'où nous venons et où on va. C'est déjà pas mal déjà, mais ils font le bilan d'une accumulation de technologies. Et ils nous refont un peu le coup de science sans conscience, mais ils le font à la sauce technologie. Donc c'est déjà une piste. Et là, avec David, on est en train de toucher à quelque chose d'absolument essentiel. Parce que je reprends mon histoire avec le président. Quand j'arrive, que je lui passe ça, il me fait « Mais évidemment, tu as raison. » Le contrôle, la maîtrise, c'est une illusion aujourd'hui. Ma liberté, c'est une illusion. Et j'ai à gérer aujourd'hui des désillusions. Je suis plein de désillusions sur l'idée que je me faisais que mon DSI me dirait tout. Mais attends, j'ai réfléchi. D'abord, j'ai appelé mes copains présidents qui m'ont dit « Attends, ne panique pas, le mien c'est pareil. » Et alors j'ai réfléchi à ce que j'avais vécu avec lui l'année passée quand on est parti au CES de Las Vegas, où tous les deux, on a rencontré Marie-Lou Jepsen, qui nous a annoncé que dans le courant de l'année, on pourrait communiquer de cerveau à cerveau avec un système qui vaut 100 fois moins que l'IRM. Lorsque nous avons rencontré et entendu les patrons des grandes industries automobiles nous montrer comment technologiquement et économiquement tous les facteurs étaient réunis pour que le robot taxi fonctionne. Lorsque Alibaba nous a montré qu'il faisait déjà circuler 10 millions de voitures sous contrôle. Donc le futur impossible, il est déjà là, il est déjà en train de se réaliser à côté de nous. Quand dans la séquence d'après, nous avons entendu la présentation d'un speaker sur pourquoi est-il infiniment plus facile à vos enfants de rentrer dans le dark web que pour vous. Et nous qui sommes des parents de gamins de 14 à 16 ans, on est ressortis avec les fesses bien serrées. Lorsque on nous a fait des démonstrations nous montrant des bétons qui se réparent tout seuls, lorsqu'on nous a fait la démonstration d'usines, non pas qui sont moins polluantes, des usines qui nettoient l'atmosphère. Ça existe déjà aujourd'hui.
Et comment tu veux vivre dans un monde aussi ouvert et prétendre que nous soyons protégés? Que ce soit sur nos business models, que ce soit sur nos technologies. Comment je pourrais, moi, président, avec mon ami, ce DSI qui m'accompagne depuis tant d'années, le regarder et lui dire tu te démerdes comme tu veux, je veux qu'on soit ouvert sur tout, agile et en même temps en sécurité. C'est pas possible. Les assureurs sont en train de nous le dire. Ils nous disent on ne peut plus assurer certains risques. C'est plus possible. Pour l'industrie automobile, on n'assurera plus les propriétaires de véhicules. On assurera les fabricants de véhicules. C'est un changement de modèle radical. Les choses sont en train de basculer sous nos pieds. Comment je pourrais réclamer un monde technicien et à la fois que toute la boîte soit en sécurité et à la fois qu'on soit tous les jours plus ouvert. Donc on a une putain de question, si vous me permettez ce gros mot, c'est comment allons-nous garder le contrôle alors qu'on perd la maîtrise ? La vague que nous avons à surfer ensemble, elle ne va pas se faire qu'avec des technologies, elle ne va pas se faire qu'avec des processus. Hein. Elle va se faire avec ce qu'on a au fond du ventre. Notre capacité à, ce que tu as fait là tout à l'heure, à nous inviter à dire. Parce que dans l'intimité des coachings que j'ai pu faire pendant 30 ans, mais de plus en plus ces dernières années, j'ai pas eu à attendre la dernière étude qui montre que 86% des dirigeants disent qu'ils ne sont pas en capacité de gérer les transformations qui se produisent tellement elles sont complexes et rapides. Ni sur le champ de la complexité, ni sur le champ de la rapidité. Quel est le problème ? C'est qu'il a fallu attendre 2004, une étude IBM, pour qu'on commence à avoir 4% des dirigeants dans le monde capables de dire « ça va trop vite pour moi ». Il y a trop de facteurs qui varient en même temps. Donc je ne suis pas en posture de prétendre maîtriser. Je ne suis pas sûr que tous les actionnaires sont prêts à entendre ça, hein. Mais c'est un fait, on vit avec ça. Donc nous vivons tous avec une partie de nous qui a parfaitement compris que la complexité et l'accélération du monde rend le contrôle illusoire. Et pourtant, il va bien falloir qu'on justifie notre salaire à la fin du mois. Et pourtant, il va bien falloir qu'on justifie de ce titre. Et de l'autre côté, le change qu'il faut qu'on se donne. Donc, quelle est la clé ? En tout cas, l'invitation et la démonstration que m'ont fait quelques-uns de mes clients, c'est d'abord de ne pas le cacher. Ça ne sert à rien de le cacher parce que tout le monde le voit. C'est comme le nez au milieu de la figure. Il faut vraiment être con pour ne pas s'apercevoir que c'est immaîtrisable. Donc, commençons à le dire. Ma première recommandation, c'est lorsqu'on ne maîtrise pas suffisamment, on le dit. Ça va rejoindre l'intervention de Nicolas. C'est notre capacité à nous préparer avant la crise passe par ça. Et elle change beaucoup de choses. Elle change beaucoup de choses parce que nous ne nous sentons plus les seuls à ne plus maîtriser. Et quand nous ne sentons plus les seuls à ne plus maîtriser, on se sent moins coupable. On se sent moins dans l'imposture. Ça libère de l'énergie. Donc première recommandation, c'est puisqu'il n'est pas lucidement possible de prétendre que l'on maîtrise, alors disons-le. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a perdu la maîtrise totale, qu'on ne contrôle rien. Il y a encore des choses qu'on contrôle et les intervenants précédents nous ont montré un certain nombre de leviers sur lesquels on pouvait être encore très très actif. La formule que je vous propose de retenir, c'est, et elle ne date pas d'aujourd'hui, quand on réfléchissait avec le Centre national d'éducation supérieure de la sécurité sociale, qui est chargé de former les dirigeants de la sécurité sociale, cette formule-là, elle était déjà valide il y a 20 ans. On voyait déjà qu'on était passé du compliqué au complexe. Vous connaissez la différence entre compliqué et complexe ? Ce qui est compliqué, c'est réductible à n problèmes simples. Si ce n'est pas réductible à n problèmes simples, alors on passe dans le complexe. Un Airbus, c'est 1 680 494 problèmes simples. Décrire les mouvements
d'un plat de spaghettis pendant que je les mange, ça c'est complexe. Ça nécessite des algorithmes qu'on n'a pas encore inventés. Et donc, quand la complexité se multiplie avec ce devoir d'immédiateté, qu'est-ce que vous voulez qu'on produise autre chose que des pannes? Et ces pannes-là, comme elles n'ont pas de place pour exister dans l'entreprise, on les cache. Le temps qu'on passe à les cacher, on ne passe pas à travailler pour les résoudre. Et évidemment, quand on cherche à les résoudre tout seul, on les résout nettement moins vite qu'avec les autres. Simplement, on ne peut pas les résoudre avec les autres parce que les autres, on a peur que les autres découvrent que nous sommes incompétents, ou que nous sommes des imposteurs, ou que nous sommes insuffisants. Alors, essayons de voir quelques autres cas. Alors ça, c'est sympa, c'est une société d'assurance, 90 millions de clients dans le monde, qui nous fait recruter son responsable, son patron de la transformation digitale. On en chie. Mais on lui trouve le mouton à 6 pattes, une femme extraordinaire, qui cochait toutes les cases. Ils sont contents. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Puis 3 mois plus tard, coup de fil du président, un peu gêné. Vous n'auriez pas des nouvelles d'elle? Parce que son bureau est vide, on ne l'a pas vu depuis 15 jours. On la joint, et elle nous dit, mais je suis passé à quelque chose d'autre. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je foute avec eux? Bruno, est-ce que tu connais la blague d'Hannibal, me dit-elle. Ah non. Elle dit, bien, Hannibal, c'est un magnifique taureau qui paît dans un champ, tu la connais, dans un magnifique champ. Et, alors après, il y a 2 versions. Soit le pré prend feu, et le taureau est obligé de sauter la barrière pour aller de l'autre côté. Soit, ça arrive souvent aussi quand on fait de sacrées promesses, ça me fait penser à la recommandation de Nicolas, il faut toujours tester avant. Hannibal le taureau verrait un verger encore plus luxuriant avec un troupeau de jolies vaches. Il saute. Et quand il se retrouve de l'autre côté, il rencontre un autre taureau qui fait « Comment tu t'appelles, toi ?» Il dit « Ben... moi, avant, je m'appelais Hannibal, mais maintenant, tu peux m'appeler Annie, parce que les balles elles sont restées sur la clôture. » Je lui dis, mais tu vois, les dirigeants que tu m'as vendus, ils ont peur de perdre le meilleur d'eux-mêmes en sautant la barrière. J'ai pas le temps, moi, de les rassurer. J'ai autre chose à faire. La blague d'Hannibal, je l'ai souvent en tête. Il y a un moment ou un autre, il faudra qu'on saute la clôture. Si on ne s'entraîne pas, le moment venu, on aura trop peur. On aura trop peur de laisser ce qui nous est le plus cher. Tu es en train de nous dire qu'il faut supprimer l'injonction paradoxale dans le monde du travail. Je ne sais pas si j'ai dit ça. Qu'est-ce qui te fait penser? Elle est recrutée pour faire de la transformation. Oui. Et en fait, en 6 mois, ils lui ont dit le contraire. Ils lui ont signifié le contraire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle tentait de transformer, finalement, au nom des privilèges et de l'ordre ancien, ils lui ont envoyé le message inverse. Ça s'appelle une injonction paradoxale. Merci. Ça rend les gens fous. Tout à fait. Alors, voilà. Je pense qu'il n'y a pas une personne dans la salle qui n'est pas soumise au quotidien à cette injonction paradoxale. Et aujourd'hui, les plus belles, c'est « je compte sur vous pour innover, mais vous touchez à rien ». L'innovation, il n'y a pas d'innovation sans transgression, mais par contre, on n'a pas prévu de place pour l'erreur. Donc on a un certain nombre de sujets à cet endroit-là. Et là, je vais rebondir sur la proposition de Laurent. Comment on s'en est sorti? On s'est dit, la charge d'accompagnement du président et de son codir est trop lourde et trop complexe. Donc on va revenir au compliqué, on va faire plus simple. Et nous avons trouvé 5 managers de transition qui ont accompagné chacun des individus, des patrons de BU, des patrons de fonction, pour qu'ils construisent eux-mêmes leur projet de transformation. Restait à nous, évidemment, à coordonner l'action de ces 5 personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, n'oublions pas, on est en train d'essayer de craquer un problème mouflou avec des techniques sur dur. Il y aurait un Deus ex machina, un soft skills ou une personne qui va nous régler le problème. Ça n'existe pas. Par contre, on peut diviser le problème et puis se dire, si on veut que les gens puissent changer de paradigme,
il va falloir accepter que les temps psychologiques ne sont pas superposables avec les temps comptables. Donc les accompagner à leur façon, à leur rythme. Évidemment, c'est plus compliqué pour remplir des tableaux Excel. Évidemment, c'est plus compliqué pour faire des profils de poste. Évidemment, c'est plus compliqué parce que ces 5 profils, dit CDI, non. Et nous rencontrons, c'est ce qui était dit tout à l'heure, de plus en plus de talents qui disent la subordination, non. Vous ne pensez pas que je vais passer la totalité de mon temps sur votre sujet sans m'aérer la tête ailleurs? C'est pas possible. Ça serait complètement con d'une certaine façon. Deuxième cas, aéronautique. On nous sollicite, on nous dit, voilà, nous, on a 4000 low performers. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un low performer? C'est quelqu'un qui n'a pas touché sa prime de résultat depuis plusieurs exercices. Alors, on lance un programme avec les managers, et le jour du rendu devant le board, c'est magnifique, j'en ai encore la charte poule, le cadre dit, mais c'est pas eux les low performers, c'est nous. On a fabriqué ça. Quand on prend le temps de descendre de nos tableaux pour aller voir le réel, les dysfonctionnements dont ils nous parlent, ils sont vrais. Et ils ont les solutions. Et on ne les écoute pas. Ah, petit problème. Donnez-nous les moyens de travailler nous-mêmes sur les postures qu'il nous faut. Reconditionnons nos organisations de travail pour qu'on ait le temps d'être près d'eux, pour construire ensemble des solutions à ces problèmes-là, qui sont des problèmes lourds. Mais le deuxième truc qu'on vous demande, j'en ai déjà parlé, je le répète, c'est qu'il faut des espaces pour que l'erreur puisse exister, pour que l'erreur soit sanctuarisée. Qu'on ne la confonde pas avec une faute, mais qu'on puisse se dire, se tromper, c'est un matériau, c'est pas un problème. Je suis en retard, hein? Ok. Se tromper, c'est pas un problème. Retourner en 84, TF1, Christine O'Krent, Steve Jobs, il nous faisait la prédiction. La prédiction que tu faisais, c'est nous avons les plus beaux cerveaux, les meilleurs mathématiciens, certainement les meilleurs technologues. Et pourquoi on ne performe pas autant? Parce que chez eux, quand tu t'es trompé, c'est de l'expérience. Chez toi, quand tu t'es trompé, c'est une tâche. Si nous ne changeons pas ça, alors on pourra courir après tous les soft skills du monde, ça ne marchera pas. Alors j'accélère, parce que la clé... Voilà, petite histoire de Tom Sawyer. Tom Sawyer, il est chez sa tante Betty, qui lui dit « Va peindre la palissade ». Il commence à peindre la palissade, mais alors, il n'a pas envie. Hein. Et puis, Fred arrive, je ne sais pas Fred, mais bon, et il le regarde faire, et il trouve ça curieux. Alors dans la tête de Mark Twain, de Tom, naît une idée, c'est de dire, mais si ça, c'était vraiment intéressant, parce que dans son œil, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que je fais. Et petit à petit, la tension change, et celui qui observe le supplie de lui laisser le pinceau pour pouvoir peindre. Laissant passer quelques minutes pour faire monter la frustration et la tension, au bout d'un moment, il lui cède contre une pomme. Et puis après, l'autre passant va vouloir peindre aussi. Tom Sawyer avait trouvé un soft skills essentiel, lequel? Dans chaque contrainte, il y a un jeu. Si je ne reviens pas à cette part de moi qui joue, je ne craquerai pas les vrais problèmes. Tom Sawyer avait compris que tout ce qui nous a imposé, c'est du travail. Le plaisir, c'est exactement l'inverse. Quand les jeunes générations nous disent « ça suffit la subordination », c'est de ça dont ils nous parlent. Ce que nous avons à voir dans l'organisation de nos boîtes, dans notre management, c'est ça, c'est à quel endroit je mets du jeu. Et dans le jeu, on se trompe. Vous imaginez les joueurs du PSG qui viendraient nous voir en disant « ah, nous, on ne vient plus aux entraînements, on s'entraîne pendant les matchs ». C'est ce que nous faisons, nous. Hein. À quel moment nous nous extrayons de la réalité opérationnelle pour aller nous entraîner à ça? Combien de temps? Ça va, j'ai la réponse.
Donc, 3 recommandations. La période fait que nous ne pouvons plus prétendre maîtriser. Ça ne veut pas dire qu'on ne contrôle rien, mais disons-le. Deuxièmement, si nous ne trouvons pas une place à l'erreur dans nos organisations, dans nos projets, elle la trouvera tout seule. Elle trouvera sa place toute seule, et ce ne sera pas là où ce sera le moins cher. Trouvons une place pour les erreurs. Et enfin, je termine là, mes 2 plus grands, là, celle qui a 30 ans et 20 ans, dernièrement, m'ont pécho et m'ont dit, tu sais papa, le truc le plus important que tu nous as appris, c'est tu t'es fait humilier à l'école, tu as eu une mauvaise note, tu t'es planté, tu nous demandes de faire la vaisselle alors qu'on veut aller jouer, il y a un jeu là-dedans. Tant que je n'ai pas trouvé le jeu, je vais chercher des solutions qui ne marcheront pas toujours. Par contre, dès que j'ai trouvé la posture de jeu, là, au fond de moi, dans cette attitude-là, je suis capable de trouver tout le reste. Parce que vous savez quelle est la contraposée du jeu, de la posture de jeu? C'est quoi l'état opposé, exactement antinomique au jeu, à l'état de ludique de jeu? C'est la dépression. Quand je joue, je traite ma dépression. Alors s'il vous plaît, jouons. Toi, dans ce qui te préoccupe aujourd'hui, à l'instant, est-ce que tu as trouvé le jeu? Merci. J'ai éclaté le temps, hein, je suis désolé. Alors, moi, je veux ton jeu, parce que j'en ai 2 de 16 et 19 à la maison, et elles sont tellement infernales que je les ai appelées 14-18. Je suis en guerre avec elles, donc je les ai gardées à l'âge qu'elles avaient, 14 et 18. Maintenant, elles ont 15 et 19. Je veux bien savoir que tu me dises le jeu pour range ta chambre, le jeu pour bosse à l'école, le jeu pour ne laisse pas traîner tout. J'ai bien envie. Si tu as hacké le système, je veux bien la clé. Non, je suis comme toi, je suis souvent désespéré, bloqué, mais je le suis d'autant plus que je n'ai pas trouvé le jeu à l'intérieur moi-même. C'est fractal. Quand j'ai accompagné Théo, c'est mon grand là, de 20 ans, là, à son école d'ingénieur. Ah, j'ai compris. Là, j'ai compris ce que tu m'as dit. Tu as compris, voilà. Il m'a dit, toi, tu n'as pas envie de t'amuser avec elles, donc oui. Tu ne risques pas de trouver comment elles vont s'amuser avec toi. Exactement. Merci. Et puis, deuxième truc, on peut échanger nos enfants. Parce que nul n'est prophète dans son pays. Toi, elles ont 20 et 30 ans. Oui. À mon avis, elles coûtent non, moins cher. Non, mais il y a 13 et 10, et puis il y a 19 mois, si tu veux. Ah, je te prends 13 et 10. Bon. 20 et 30, bon. Quoi qu'elles coûteront moins cher. C'est mon amour, on a trouvé pour la garde. Philippe. Alors, quelques mots de synthèse. J'ai tout changé la synthèse en vous Mais t'as bien fait. J'ai pris des petits mots-clés qui m'ont bien plu. Lorsqu'on ne maîtrise pas suffisamment quelque chose, on le dit. Dans chaque contrainte, il y a un jeu. Alors ça, c'est un peu de moi. Nos certitudes sont gouvernées par nos illusions. C'est pas mal, ça. Hein, c'est fort. Peut-être le copier. C'est de toi? Oui. C'est bon, hein. Et puis, un conseil personnel, c'est éviter de vous retrouver seul à seul dans une salle fermée avec Anthony Hopkins, de préférence. Excellent. Alors, les petites questions de la salle. Si vous aviez une baguette magique, quel cadeau feriez-vous à nos auditeurs? À l'aube de la 4e révolution industrielle, je leur donnerais le talent de raconter des histoires. Il y a un adage qui dit « Les dieux ont inventé les rêves pour montrer la route aux hommes lorsqu'elle est imprédictible. » On a besoin de se raconter des histoires qui font qu'on a envie d'être ensemble. Les derniers textes de loi sur les raisons sociales, sur les missions des entreprises, il ne faut pas la louper, celle-ci, parce que c'est important. C'est pas que fake, c'est pas que du green. Il y a besoin de se poser la question de qu'est-ce qui fait que je viens tous les matins, ou la plupart du temps, travailler avec toi, qui fait que je ne suis pas un transporteur de pierres, mais que je suis un bâtisseur de cathédrales. Que si je gagnais au loto, je viendrais quand même bosser avec toi pour cette raison d'être ensemble là. Je donnerais ça parce que le futur fait tellement peur qu'il faut savoir raconter les vraies histoires de ce qu'on réussit. On en réussit pas mal. Sans trop d'exagération. Puis s'il y avait une deuxième chose,
si j'avais droit à 2 vœux, je créerais l'école de désinflation de l'ego. Voilà, qu'on aille tous à l'école en se disant mes problèmes, enfin c'est pas de moi, c'est d'Harari, mais ça m'a vraiment parlé. Nos 2 problèmes pour craquer les problèmes que nous rencontrons, c'est 1, la peur, et 2, l'ego. Tu racontes des histoires qui te rassurent, et puis tu vas travailler juste la désinflation de l'ego, ça fait perdre des parties de nous dont on peut parfaitement se défaire. Alors nous, on a un copain, mais je ne dirai pas qui a un gros ego, et on l'appelle Cavaillon. Comment, j'ai pas entendu? Cavaillon. Cavaillon, oui. Et ceci m'appelle à la dernière question. Pareil, je rebondis sur l'extrait de film avec Anthony Hopkins, où la clé, c'est l'illusion. Oui. Comment faire de l'illusion une ressource? C'est dans la veine de ce que je t'ai dit avant. Raconter des histoires, ça ne veut pas dire raconter n'importe quoi. J'ai longtemps été fasciné par cette phrase d'Audiard qui dit « Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ». J'étais fasciné par le style, mais ce n'est pas tout à fait juste, de mon point de vue, aujourd'hui, à la lumière du réel. Les cons, c'est ceux qui osent n'importe comment et n'importe quand. Par contre, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de gens qui osent, qui prennent un risque par jour. Ce serait mon dernier conseil. Mais il dit aussi, pour compléter, un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Mais je suis plus d'accord avec celle-ci. Tu as raison. C'est dans un taxi pour Tobruk, je crois. Oui, tout à fait. Magnifique, magnifique. Ils sont bloqués dans le désert. Et là, si les gens se levaient pour aller quelque part, ils vont aller dans quelle direction? Pour l'instant, je ne sais pas, ils iraient dans la direction du bar du soleil. Du bar du soleil, ouais. Probablement. Voilà. Mais il y a quand même une dernière question qui est comment se défaire du système qui permet encore de tenir debout. Quand tu dis, voilà, le taureau, quand tu fais la métaphore du taureau, quand tu dis finalement les dirigeants n'étaient pas prêts à se départir de l'apparence de certitude, et partout, ils ne sont pas prêts à se départir de l'apparence de certitude, la preuve en est, c'est qu'ils font semblant de la coolitude. C'est-à-dire qu'il m'arrive, moi, d'animer des événements où on dit « Putain, qu'est-ce qu'on va être cool, on a abattu les barrières, on est agile, on est jeune, vive le droit à l'échec, on est en jean, etc. » Puis au moment de rencontrer le patron de la mise en scène de ce Barnum, il y a avec lui un attaché ou une attachée de presse qui a une Kalachnikov et qui raye les mots qu'il ne faut pas dire et qu'il ne faut pas poser aux questions dans la salle plénière, devant le public, au patron. « Ah non, 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 on ne peut pas dire colossal. » Et on rappelle l'animateur une semaine plus tard en disant « Ah non, cool, mais surtout pas le mot colossal. » Et puis ensuite on dit « Ah non, 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 il ne veut absolument pas être interviewé, il veut faire un discours de Fidel Castro. » Tu vois, voilà où on en est pour l'instant. Donc on part de très loin parce que le petit garçon qui va se lever et qui ressemble à l'homme que j'ai devant moi et qui va dire « Le roi est nu », il n'y en a pas beaucoup. Et puis quand ils sortent la tête, on leur fête leur anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Donc 62, 166 trimestres, demain matin. Et donc je suis heureux de partager ce moment avec vous. Et nous aussi. Bravo. Merci.